Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour parler divertissement et spectacle vivant. J'accueille mes 3 nouveaux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Je m'emmêle les pinceaux. Alors, Paul Rondin est avec nous, directeur délégué du Festival d'Avignon. Bonjour Paul. Bonjour. Marie Sabot, fondatrice du festival We Love Green. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Félix Radu est comédien et auteur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Félix, vous, il me semble que vous faites une pause dans votre tournée pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sur quelle tournée en ce moment? J'ai repris la tournée de mon seul en scène, que je joue maintenant depuis pratiquement 10 ans. Voilà. D'accord, donc vous partagez votre seul en scène en tournée. Vous, c'est un petit peu votre truc, les mots, les beaux mots et transmettre ces mots. Ouais. Moi, je suis vraiment parti de l'écriture avant de rencontrer le jeu. Et c'est le jeu qui sert plutôt l'écriture. Je suis un grand amoureux des belles lettres. Pour moi, mes auteurs favoris, c'est vraiment Victor Hugo, Alfred de Musset, Tchekhov. Enfin, je suis un grand amoureux du beau théâtre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent été au Festival d'Avignon. Et du coup, ouais, effectivement, je suis plutôt branché lettres et mots. Et les transmettre. Et les transmettre, ouais, c'est très important. Je trouve qu'aujourd'hui, même encore dans ma génération, il existe une sorte d'idée reçue de non-légitimité à lire des beaux livres ou à s'emparer d'un stylo. Et moi, tout mon travail, c'est de rappeler qu'en fait, la poésie, elle est terriblement jeune, elle est terriblement accessible, et que les poètes, c'était souvent des sales gosses. C'était souvent des gens de 20 ans qui écrivaient des poèmes pour des filles dont ils étaient amoureux. Et c'est mon travail de rappeler ça, quoi. Et justement, Paul, le partage de la culture, c'est un peu votre combat avec le Festival d'Avignon. Vous avez pris le parti de proposer des interventions sans artifice où l'art et le théâtre sont vraiment au centre de la scène. Parlez-nous un petit peu de la vocation du Festival d'Avignon. Écoutez, le Festival d'Avignon, c'est vraiment comment réunir le peuple et l'art, les artistes qui se retrouvent au milieu effectivement des citoyens avec une accessibilité facile, mais c'est plus encore la création, puisque c'est un festival qui est à 85-90% constitué de spectacles qui naissent à Avignon, au milieu du patrimoine. Et c'est très passionnant parce que c'est une ville médiévale, Avignon, qui devient tout d'un coup le centre de la création, en tout cas théâtrale, mondiale, pendant 3 semaines. Et le peuple ne s'y trompe pas. Quand je dis le peuple, je veux qu'on récupère ce mot, parce qu'on nous le confisque tout le temps. Le peuple, c'est nous tous, c'est la diversité. Et Avignon, c'est vraiment la diversité de la création, avec des artistes du monde entier, mais c'est aussi la diversité des publics. Et c'est une grande fête, en fait. C'est une grande fête de théâtre, sérieuse aussi, avec des mots, avec beaucoup de poètes, avec de la danse. Enfin, c'est une fête des sens et de l'intelligence, mais joyeuse. Et ce qui est intéressant avec le Festival d'Avignon, c'est que c'est une fête aussi bien pour le public que pour les gens, les comédiens qui sont sur scène. Avignon est devenu incontournable, complètement incontournable. C'est vrai, oui. Félix, ouais. J'ai des sacrés souvenirs, oui. Sacré souvenir là-bas. Alors justement, là, on vient de sortir d'1 an et demi de confinement, de crise où on s'est beaucoup digitalisé. Il y a beaucoup maintenant de festivals qui sont 100% digitaux. Et vous avez décidé de rester sur la bonne vieille formule en vrai, les uns avec les autres. Le digital, c'est pas pour tout de suite. Non, déjà, vous me dites bonne vieille formule. C'est pas une bonne vieille formule, c'est la plus belle des formules. Alors oui, c'était ma formule. Ça fait 2000 ou 2500 ans qu'on fait du théâtre et que ça plaît à tout le monde. Et on aime les voir en vrai, les acteurs. Absolument. Il y a la présence réelle, il y a la confrontation, la friction. Et pardon, mais non, nous faisons un théâtre, un festival d'Avignon numérique depuis plusieurs années, puisque nous diffusons partout dans le monde, en Chine, en Corée, aux États-Unis, en Amérique du Sud, des contenus qui sont des contenus natifs, c'est-à-dire que nous inventons pour l'exportation numérique, pour un audiovisuel ailleurs, et qui marche extrêmement bien. Donc en fait, vous étiez précurseur, je suis complètement à côté de la plaque. La Festival d'Avignon est toujours précurseur. C'est pour... Mais d'ailleurs, je rebondis, mais Alfred de Musset a écrit une phrase magnifique qui correspond. Il a écrit « Mais est-ce vieux que d'être immortel ?» Et c'est en ça où je pense que le théâtre n'est pas tellement une vieille chose. Et vous avez 2 heures. Marie, on parle de digitalisation. Vous, justement, vous avez vraiment pris le tournant du digital pendant la crise. Pas facile, vraiment, de passer du réel au virtuel, j'imagine, quand on parle d'un festival qui a commencé en réel. Alors nous, ça a été vraiment un amusement, c'est-à-dire que ça a été un outil de créativité. Ça a été un moment où on a fait la première, en 2020. Le festival était prêt. Je dirais que quand on s'est arrêté, on était donc au mois de mars, on était en train de finir la scénographie. Donc on était vraiment en train de finaliser les derniers détails pour jouer, puisque nous jouons début juin. Donc on était en pleine effervescence. Donc les équipes, quand elles se sont arrêtées à ce niveau-là, le fait de faire un outil digital, le fait de pouvoir
créer quelque chose de différent, ça a été dans une continuité. Mais se transformer, ça prend quand même du temps. Vous avez été obligé d'être très réactif. Comment ça s'organise, ce passage au digital? Je crois qu'en fait, on avait déjà tous les outils, c'est-à-dire qu'il fallait... on est sur une promotion digitale déjà très forte. Nos outils digitaux sont vraiment un canal d'expression. On est même un média, puisque on fait de la musique à We Love Green, mais aussi on a un programme scénographique qui est très fort, enfin très fort dans le sens assez fourni, avec des artistes très largement divers. On a un programme gastronomique, on a aussi tout un programme développement durable, technique, logistique qu'on essaye d'expliquer, et aussi toute une sensibilisation, une scène de conférence. Donc tout cela, ça vit toute l'année sur nos réseaux. Donc il a fallu juste les sanctuariser à un moment donné et les rendre live. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà usité. C'est le live plutôt, avec la connexion. Ça a l'air tellement simple quand vous en parlez, alors que... Non, mais ce côté média, effectivement, on l'avait travaillé. Mais après, il a fallu le rendre spectaculaire. Et ça a été encore autre chose. Et puis, on s'est même rapproché un petit peu de l'approche de vidéo dont on parlait juste avant, puisque la map interactive que l'on a fait, c'était vraiment dans cette optique-là. Mais bon, ça, c'était vraiment en 2020. 2021, on avait beaucoup mais oui, de choses. 2021, Wonderland. Comment Wonderland en 2021. Voilà, donc, 2021, on a fait beaucoup et en réel. In real life, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et ça vous a fait du bien quand même de retourner in real life. Ben, comme vous voyez, effectivement, c'était indispensable. On a été un peu boulimique de faire des choses. Et de se voir. Et comment dire, et surtout, confronter les différents publics et faire en sorte que tous ces protagonistes, tous ces publics qui se confrontent, je dirais, dans notre festival, et aussi sur le digital, puisqu'il y avait beaucoup de conversations sur nos réseaux, et puis sur les choses que l'on a fait, sur les projets que l'on a fait pour la réouverture du spectacle, sur le concert test, sur ce genre de choses. On a voulu les questionner quand on a fait tous les projets que l'on a échelonnés dans le courant de l'été. Alors là, on parle de digital sur les festivals, mais quand on est comédien, est-ce que maintenant le digital est devenu incontournable pour se faire connaître, pour continuer à entretenir son réseau et sa notoriété? Je pense que oui. Je pense que c'est clairement devenu une part intégrale de notre métier, non seulement parce que ça permet de créer un contact avec son propre public, de garder, d'échanger des idées, de dialoguer. Puis effectivement, c'est une vitrine. Je sais qu'il y a beaucoup de rôles au cinéma qui sont distribués en fonction du nombre de gens qui nous suivent. Ah, c'est vrai. Les communautés maintenant bien sûr, influent sur le travail des casteurs. Ça a toujours été le cas, même avant les réseaux, c'est-à-dire qu'en fonction de la notoriété, mais c'est clair que ça aide. Et puis c'est l'opportunité aussi de faire des collaborations, de mélanger les publics, parce que du coup, chaque personne a comme une sorte de groupe qui lui est affilié, et ça permet de confronter les univers. Et donc, bien sûr, moi, je passe la moitié de mes journées à lire les messages qu'on m'envoie, à répondre, puis ça permet justement de garder le contact. Sur toutes les plateformes, est-ce qu'il y a une plateforme particulière sur laquelle les comédiens sont plus visibles? Alors non, malheureusement, en fait, toutes les plateformes ont leur particularité. Je pense que Facebook est plutôt de la génération de mes parents. Instagram, c'est plutôt de la mienne. TikTok, c'est plutôt de celle d'après. Et je trouve que Twitch est en train vachement d'évoluer aussi dans le live, exactement. Et donc, toutes les plateformes ont leur particularité, ont leur public, et donc il faut être partout. Ouais, c'est ça. Et régulièrement. Et régulièrement, oui. Très régulièrement. Paul, vous avez lancé l'année dernière le festival Expérience. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce festival? C'était bien avant la pandémie, je le précise, qu'on a commencé à s'apercevoir qu'on avait un patrimoine audiovisuel extraordinaire. Parce que tous les spectacles du Festival d'Avignon sont filmés depuis 20 ans, imaginez ça. Ça en fait sans doute le fonds audiovisuel dans le théâtre de création le plus important au monde, puisqu'il y a des spectacles du monde entier. On s'est dit comment exploiter ça, comment mettre au service de la marque Festival d'Avignon, parce que j'ai pas peur de le dire, c'est une vraie marque, il faut la valoriser, la consolider partout dans le monde. On va se servir de ça, parce qu'on en avait un petit peu assez aussi de toutes sortes de délégations internationales très très gentilles, mais qui venaient nous dire faites-nous le Festival d'Avignon dans ma ville, dans mon pays. On a dit non, le Festival d'Avignon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la création dans un patrimoine particulier. En revanche, on peut partager avec vous une expérience. Alors c'est pas juste envoyer une captation d'un spectacle, parce que ça c'est vite ennuyeux, même s'il y a des gens qui aiment ça, il paraît. Mais c'est de dire comment, grâce aux artistes, on va constituer un contenu très particulier, des artistes qui sont programmés au Festival d'Avignon. On va entrer dans leur monde, juste avec le prétexte Avignon, et on va agréger des contenus qu'on va aller chercher partout. Alors on l'a fait avec Caroline Guéla-Nguyen, avec Olivier Pi, avec Angélique Kidjo aussi, et on a été farfouillé partout sur le web, dans les archives audiovisuelles des télés, pour faire remonter des contenus, et du coup on a des parcours d'1h30, 2 heures,
qui permettent de voyager dans l'œuvre, dans le parcours de l'artiste qui en général a déjà une démarche internationale, et ça marche très très bien. C'est-à-dire que on partage avec des universitaires aux États-Unis, mais avec du très grand public en Chine ou en Corée, et selon des méthodes que nous adaptons avec chaque terrain de jeu. C'est-à-dire en Chine, c'est vraiment de la plateforme, c'est Tencent Art qui diffuse. Alors vous regardez le Roi Lear dans la cour d'honneur, il y a 700 000 personnes qui regardent le Roi Lear filmé dans la cour d'honneur. Vous dites, ils sont vraiment méritants. Et en Corée, à Séoul, ils ont décidé de faire ça dans des cinémas. À la réouverture, après la pandémie, ils ont voulu le faire et ça a marché aussi. Etc., etc. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de regrouper les 3 filières, spectacle vivant, numérique et audiovisuel. Et là, il y a un vrai progrès, on va apprendre les uns des autres et on est en train d'évoluer à cet endroit-là. Donc ça agrandit finalement notre expérience, nous, producteurs ou artistes du spectacle vivant. Et oui, je confirme, j'ai vu une conférence de Paul Rondin à un think tank culture à ce sujet-là que j'avais trouvé assez brillante, et avec découvrir l'autre facette du Festival d'Avignon, parce que c'est un vrai modèle économique en fait, et la manière dont vous l'aviez monté, la manière dont vous l'avez financé, la manière dont les acteurs vous aviez mis autour de ce nouveau projet parallèle, une nouvelle société, ça avait été extrêmement inspirant. Après, c'est un enjeu énorme avec une marque énorme, mais ça avait été assez, inspirant de voir ce développement. Effectivement. Ça donne des idées? Écoutez, il faut avoir une marque aussi forte, avec du coup un appel, je dirais, pour des financements que sur un projet comme celui-ci, mais de voir qu'effectivement une marque comme celle-ci se lance un projet transnational, c'est assez intéressant. Oui. Ouais. Est-ce que d'après vous, la crise qu'on a vécue, est-ce que Félix par exemple, ça vous a obligé à vous réinventer? Est-ce que ça vous a obligé à prendre plus de temps et à voir votre métier différemment? Moi j'ai dû me réinventer, oui. Ouais. J'ai clairement dû me réinventer. J'ai passé, je pense, 2 semaines avec de la glace et des cookies sous ma couverture, et au bout d'un moment, en fait, il y a l'élan créatif, vraiment une sorte de galop dans la poitrine de tu vis plus, il faut que tu crées, il y a quelque chose qui déborde. Et je pense que tous les artistes l'ont ressenti. Alors tout ça s'est traduit par différentes manières. Il y a des gens qui se sont mis à la vidéo, d'autres qui ont fait d'autres à la télévision. Et moi j'ai fait des chroniques à la radio qui ont plutôt bien marché. Ça m'a permis de travailler avec France Télévisions sur des épisodes culturels pour les étudiants. Et en fait j'ai dû me réinventer et trouver d'autres manières de créer, quoi. Même dessiner, j'avais plus dessiné depuis des années, je me suis remis à dessiner. Et ça a rouvert des portes. Très clairement, ça a même peut-être rappelé des portes qui étaient toujours ouvertes, mais qu'on a laissées de côté, quoi. Un peu, Et c'est bien aussi de s'arrêter dans le sprint qu'est la vie et se dire ok, où je suis, pourquoi est-ce que j'ai pris ce chemin-là. Vous aussi, ça vous a obligé à vous réinventer, évidemment. Question rhétorique. Oui, effectivement, ça nous a obligé de nous réinventer. Moi, je fais partie aussi du syndicat des producteurs de spectacles, donc on a été très actifs pour la réouverture des concerts debout, des festivals, etc. Donc on s'est extrêmement impliqués et on a été en discussion avec le gouvernement de façon très appuyée, et je pense qu'on a des résultats assez intéressants, assez probants, voilà. Polémique parfois pour certains secteurs, mais pour nous qui nous trouvent effectivement probants. J'en discutais encore hier au sein de la collectivité de nos producteurs de spectacles en disant: quel pays a réouvert les spectacles debout, de grande capacité, de façon aussi durable? Parce qu'on a vu, et on était en relation avec l'international, que certains pays ont réouvert, puis refermé, puis réouvert, puis refermé dans le courant de l'été. Je pense aux Pays-Bas qui étaient très en avance. Je pense au Danemark qui était très en avance et puis finalement qui n'a pas réouvert les concerts debout. J'en parle puisque c'est mon secteur. Donc, dans une continuité comme ça, des réouvertures difficiles évidemment, hein, c'est un long chemin pour aller reconquérir les spectateurs. On s'en est pas si mal sorti finalement. Oui, et on s'en est même très bien sorti. Je vous dire, on n'a pas entendu que ça nous tombe dessus, quoi. Exactement. On a été extrêmement actifs. Exactement. Merci et puis nous, beaucoup. on s'est réinventé aussi. Merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. J'aurais bien encore discuté avec vous une demi-heure, mais le programme tourne. Merci beaucoup à vous. Nous, on continue et on va parler tout de suite d'art.